C'est parti. Bonjour Keisha, Bonjour, ça va? ça va très bien. Alors là, on est direct du Portugal dans le cadre de l'Afro Break Week avec SB World and Afro Break Week, actually. Et on accueille Keisha à la Zoo Club London Portugal. On est super ravis de t'avoir. Merci de m'accueillir Merci d'être là. dans ce cadre magnifique. T'as vu? C'est incroyable, hein? Wow. Mais je sens qu'on va quitter London et venir s'installer ici parce que vraiment cette semaine que je viens de passer, elle est J'habite déjà ici. Non, ouais, moi je parle de l'équipe Zoo Club London. Ah, venez, il y a la place. Alors, je suis vraiment contente de te voir. Je vais te dire pourquoi. Tu te souviens de l'interview que tu as fait pour Riyad il y a 2-3 ans au sujet du zouk? Je me rappelle de ce... J'ai eu peur d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. 20 minutes hein, quand même. Hein. T'es rentré dans le détail. Écoute, à la base, moi j'ai le fichier entier, c'est un fichier de 2 heures. Waouh! À la base. Et on a fait Une longue conversation. Et après, ils en ont fait un condensé de 20 minutes et je m'attendais absolument pas à ce que ça explose comme ça, mais ça coïncidait avec un sentiment général et qui était compréhensible d'artistes qui se sentaient left behind, de gens qui avaient l'impression que leur culture était que les gens s'appropriaient leur culture, etc. Et en 2000, enfin à l'époque en 2022-21, je leur expliquais que il y a personne qui peut décider que sa culture lui appartient, etc. Même si je comprends le sentiment, à un moment dans le monde d'Internet, tout le monde fait tout, et je leur expliquais aussi comment on en est arrivé là, à mon sens, puisque moi je l'ai vécu de l'intérieur. En fait, moi par exemple, quand j'ai fait du zouk, on mélangeait du zouk et du R&B. Ouais. Notre but c'était pas de créer un genre musical. Notre but c'était de faire ce qu'on avait envie de faire. Ouais. Et puis à un moment, les gens demandaient. Tu sentais que les gens avaient aussi envie d'R&B? Est-ce que tu répondais à ce que tu voulais faire? Non, moi, une demande. Quand tu es un artiste et que tu n'es pas encore un professionnel, ton problème n'est pas l'offre et la demande. Ton problème, c'est ça que j'ai envie de faire. J'aime le R&B, j'aime ça, je suis aux Antilles, tu concoctes un truc, tu balances, ça explose. Tu es surpris que ça explose. Parce que tu le fais pas dans le but que ça explose. Toi, tu le fais dans le but de kiffer. Et puis, d'un seul coup, tu te retrouves à faire des concerts et tu te dis, mais c'est pas mon plan de carrière, je voulais faire du rap. Tu vois? Et puis, au bout d'un moment, tu commences à comprendre que tu as trouvé quelque chose et les gens demandent comment ça s'appelle. Ouais. Et toi, tu dis, je sais pas. Ouais. Et nous, en 96, on nous demandait, mais alors, comment s'appelle votre style? Et nous, on disait, on sait pas. Alors, il y a quelqu'un, Eric Siard, le frère de Claudie, qui a dit, il a coiné le terme Zouk Nouvelle Génération. Ça, c'était au tout début. Donc, nous, on était sous la bannière Zouk Nouvelle Génération et nous, ça nous plaisait pas. Parce que nous, on voulait faire du R&B, on voulait faire du rap. D'accord. On voulait pas être... Finalement, cette étiquette Zouk, elle est venue à toi malgré toi. Mais on voulait pas être limité musicalement à un truc, à un territoire et un truc parce qu'on voulait le monde. Bien sûr. Ensuite, ça finit par devenir Zouk R&B à cause de la compile Zouk R&B. À nouveau, d'Eric Siard. Donc, quand il y a eu la compile Zouk R&B, les gens ont dit, voilà, tous les gens, et Nicole, Sally Angel et compagnie, tous les gens qui, machin, allez, c'est Zouk R&B. Ouais. Ensuite, le temps est passé. Quand j'ai fait mon label, c'est là que j'ai donné le nom à mon style parce que mon style avait maintenant assez de chansons et qu'il avait un son particulier. J'appelais ça Candy Zouk. Okay. Mais quand je suis arrivé au Portugal, on m'a dit, oh, la Kizomba, tes Kizomba sont trop bien. J'ai fait, Kizomba, mais c'est pas la Kizomba, tu vois? Et en fait, quand je suis arrivé au Brésil en 2007, on m'a dit, tes zouks sont géniaux. Regarde comment on danse tes zouks et ils ont tous commencé à danser à la lambada. Et j'ai fait, ah ok, c'est plus compliqué que je pense parce que les mêmes chansons, quand je suis arrivé en Ukraine, par exemple, je suis allé à Kharkiv, et en Ukraine, on dansait donc sur mes zouks, mes zouk R&B, Candy Zouk, Kizomba, là, mais eux là-bas ils appelaient ça Kizomba. Ouais. Et ils appelaient le zouk Kizomba traditionnel. D'accord. Ah oui, et ils dansaient dessus Urban Keys. Urban Keys, ok. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément l'information. Tout à fait. Et pourquoi ils n'ont pas l'information? C'est parce que les gens font pas leur boulot d'informer, de documenter, de faire des livres, de faire des trucs. Quelqu'un qui découvre la musique, qui kiffe, puisse dire, je veux trop savoir. Donc, qu'est-ce qu'il va demander? Si tu demandes à un Angolais, il va dire c'est de la Kizomba. Ouais. Si tu demandes à un Antillais, il va te dire c'est du zouk. Si tu demandes à un Brésilien, il va te dire non, c'est du néo, machin. Et ben, ça se lance comme ça. Et donc, comme chacun est en train de pousser pour son truc, comme en plus toutes les musiques viennent du même socle finalement. Bien sûr. Eh ben,
c'est facile de mélanger les unes pour les autres. Quelqu'un qui connaît va très bien savoir c'est quoi la différence entre un compas, un gouillade, un compas direct, un truc, un chiré, un zouk love, un zouk. Quelqu'un qui connaît pas, qui découvre. C'est le cas de nous personnellement. Et d'ailleurs, beaucoup de gens aux Antilles, quand ils disent on veut le retour de notre zouk, ils parlent même pas du zouk, ils parlent du zouk compas. Type Ali Angel, Zouk Bordel 2004. Ouais, ok, c'est vrai. Fanny J. C'est pas toi qui parle du zouk rétro plutôt? Non, moi j'ai beaucoup demandé d'avoir ça. Fanny J. Ancré à ton port. Princesse Lover, c'est pas du zouk, c'est du zouk compas. Qu'est-ce que tu appellerais le zouk love du coup? Moi je mettrais ça dans la Patrick Saint-Éloi. Ok. Patrick Saint-Éloi, tu me manques. Fanny, c'est des zouk compas. C'est du zouk compas, puisque c'est un début zouk. Avec une rythmique comme un peu, des guitares un peu R&B quand même, de Thierry Delaney. Et puis à un moment, ça fait et puis après ça part, même s'il n'y a pas le solo, le tss, 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 c'est ça, c'est ce qui cartonnait en 2002, 2003, 4, 5, c'est du zouk compas. Mais c'est du zouk mélangé à du compas, qui a pris un peu de, puisqu'à l'époque, ce qui cartonnait, c'était le compas troubadour à l'époque. Tout à fait. Donc, Ali, qui est le Ali de l'année qui ont, à un moment, lancé ça, ils ont pris des éléments du compas, comme de toute façon, en vérité, le zouk, ça vient après le compas. C'est le compas au début qui explose, puis Kassav arrive, puis même le zouk, c'est rapide le zouk, c'est 100 BPM, alors que le zouk love, c'est 88 BPM. Effectivement. Donc, d'ailleurs, t'as un son en hommage à Tempo 106. Ok. En tout cas, moi, ce que je voulais te dire, oui, c'est que la vidéo que tu as fait il y a 3 ans. Oui. Alors, du Club Vandal à ce moment-là existait depuis peut-être 2-3 mois. Ok. Wow. Le début. Les débuts vraiment. J'ai commencé les événements en 2017. Et donc du coup, je pensais que ça allait attirer la francophonie de manière générale. Et on a eu plein de messages, des gens de partout, bon, jamaïcains, Saint-Lucia dominicain, ok. Mais ensuite, Nigeria, Ghana, partout, tout. Et j'étais vraiment choqué. Et je voulais vraiment te dire merci parce que ta vidéo, cette interview-là a vraiment généré le déclic. Je pense pas que chez moi. Il y a le moment où je me suis dit, on doit se battre pour notre musique, on doit pousser. Quand beaucoup de gens pensent que le zouk c'est pour finir une soirée, que plus personne n'aime ça, que c'est plus la mode, que les jeunes n'aiment pas ça, bah on s'est dit que non, on va pousser autant qu'on peut à l'étranger, à Londres, en tout cas hors de son terrain initial, qui est la France et l'Antilles, je dirais, et puis d'autres pays d'Afrique aussi. Et je pense que pour Londres c'était à ce niveau. Et je voulais te dire merci pour ça. Avec plaisir. Et moi, je te dire, quand j'ai fait cette interview, j'ai voulu me cacher dans un trou. Est-ce que tu as vu l'effet? Tu as vu le changement du plan d'interview? J'ai vu les déjà j'ai vu les milliers de commentaires et je me suis dit, ils vont m'insulter, ils vont me dire, mais pour qui tu te prends? Tu vois? Et, je crois que ça a été le contraire, non? Et mon téléphone, je regarde mon téléphone qui sonne quand je vois le truc, je vois mon téléphone qui sonne, je vois Jocelyne Berroir. Je fais, waouh! Engueulé. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, je te jure, j'ai senti, je me suis dit, je vais pas décrocher. Il y a la grande sœur qui m'appelle, je me suis dit, je vais me faire engueuler. J'étais en train de me dire, ok, qu'est-ce que je vais lui expliquer? Non, mais ce que j'ai voulu dire, non, c'est pas ça. Non, mais j'ai pas voulu dire, tu sais, j'avais peur. Et du coup? Et puis, elle appelle, je fais, allô? Oui, ça va? Et il fait, mon frère. Ok, ça. Elle me dit, merci. Voilà. Quelle belle histoire. Et alors là on a eu une conversation et je lui ai dit mais il faut qu'on continue la conversation, c'est important. Et je lui ai dit félicitations pour ta défense du créole, pour moi j'ai et elle m'a dit je sais que toi tu as toujours respecté cette musique et tu l'as portée haut et fort, tu as été un de notre porte-drapeau alors que tu es congolais. Et après juste derrière Jean-Michel Rotin m'appelle. Oui. My brother. Je fais oh bro. Bravo, merci. C'était toi qui devais le dire. Je dis, t'es sûr? Il dit, oui, c'est toi, parce que toi, tu as fait le pont. Exactement. Et après, ouais, effectivement. Je suis d'accord avec ça. Alors, j'ai vu l'évolution dans les deux sens. D'accord. C'est-à-dire, il y a eu en même temps, effectivement, des gens comme toi qui ont ouvert, qui ont commencé à refaire un travail. Et en même temps, j'ai aussi vu une crispation de gens qui carrément commençaient à dire c'est à nous, plus personne doit le faire. Et je pense que ces gens sont dans l'erreur. Bien sûr. Complètement. Je pense aussi d'ailleurs. Et mais en fait, de l'histoire des styles musicaux,
si tu comprends comment ça fonctionne, tu sais que c'est cyclique. C'est cyclique. Et rien n'est, voilà, rien n'est numéro un. Voilà, c'est-à-dire. C'est à fond. Tant que c'est là, demain sera peut-être classique, on sait jamais. Voilà, aussi. Ed Sheeran, reggaeton, on a tout vu, donc. Moi, je pense que si demain Rihanna fait un compas, il faut que tout le monde crie bravo, tu vois, parce que justement le fait qu'un son comme le mien, qui a quand même fait, je crois qu'il y a 15 millions de vidéos sur TikTok. C'est incroyable. 15 millions. Qui représente 100 milliards de vues. Ok, 100 milliards. Wow. Milliards. Tout le monde t'a vu, quoi. Bah ça c'est une chance. Justement, c'est une exposition qui fait que maintenant, par exemple au Brésil, tout le monde dit compas. Voilà. Ils pensent même que le nom de la chanson c'est compas. Et c'est là justement que il y a quelque chose à faire. Exactement. Le poisson a déjà mordu à l'hameçon, c'est maintenant qu'il faut justement. Ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui ont envie de mettre en avant la musique avec compas, que ce soit artistique, ceux qui chantent? Je crois que c'est Larissa qui est arrivée. Excuse-moi. Et est-ce que tu aurais des conseils, du coup, se poser la question, est-ce que tu aurais des conseils aux personnes qui veulent pousser le zouk ou le compas, que ce soit des artistes ou que ce soit des personnes comme moi finalement qui ont d'une manière ou d'une autre envie de remettre ça au goût du jour, montrer que le zouk n'est pas mort, qu'il existe encore et que surtout voilà, moi dans le cadre du Club London, on a été ébahis de voir qu'aujourd'hui 60% voire un peu plus de gens qui viennent à nos événements ne sont même pas français, des cours, etc. Ça montre qu'il y a vraiment une volonté internationale. On a commencé les soirées tranquillement en mode after work pour dire voilà, tous les Français on va se retrouver, et puis tout de suite on m'a demandé est-ce que vous faites des classes, de classe, les gens veulent apprendre, les gens s'y intéressent. Pour ceux qui veulent pousser, se lancer, est-ce que tu as des conseils, parce que tu sais ce que tu as fait il y a 20 ans, c'est ce que tu fais encore, as-tu une recette? Il y a deux choses très intéressantes dans ça, c'est que quand tu te rends compte que finalement les gens qui viennent ne sont pas francophones, ça parle aussi de quelque chose, du manque de soutien que finalement ta propre communauté a tendance à avoir. Par contre, ils vont courir s'il y a Beyoncé, ils vont courir s'il y a du Chata, ils vont courir s'il y a d'autres cultures, mais leur propre culture, ils en ont pas cette fierté. Et ça, c'est un vrai problème il faut comprendre, il faut regarder à l'intérieur pour comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que la musique est toujours la même? Est-ce que c'est parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a eu des débats récemment, l'année dernière, où on demandait est-ce que c'est les DJ qui veulent plus mettre la musique? Est-ce que c'est les artistes qui chantent pas assez? Non, les artistes sont là, ils chantent justement. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que les artistes font toujours la même chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut pas qu'ils, justement, suivent un certain mouvement? Moi, je pense qu'il y a toujours, quand tu veux pousser quelque chose, il y a toujours quelque chose. Le plus important, c'est la collaboration. Il faut que les gens collaborent. Il faut que les organisateurs, les artistes, les DJ collaborent. Il faut que les gens utilisent les réseaux, TikTok, etc. Créer des choses. Parce que, moi, il y a un truc que j'ai dit un jour par rapport à, ça n'avait rien à voir avec le zouk, c'était par rapport à la kizomba. Un jour, j'ai posté une vidéo, de deux personnes qui étaient en Ukraine et qui dansaient sur un de mes sons. Alors c'était un son de zouk d'ailleurs, zouk R&B dans mon style, et les gens ils dansaient un mélange de kizomba, de hip-hop, de urban keys. Et moi, qu'est-ce qui s'est pas passé sur les réseaux? Moi j'ai reposté. Oui. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ça t'intéresse? La moitié c'était génial et l'autre moitié ça hurlait. Bien sûr. C'est pas comme ça qu'on danse la kizomba. Regardez ce qu'ils font de notre musique. Ah, regardez ces gens. Et moi, la première chose que j'ai répondu aux gens, c'est premièrement, les artistes ont le droit d'exprimer ce qu'ils veulent sur la musique. Si ils ont envie de danser comme ça, c'est leur problème. Mais la deuxième question que j'ai posée aux gens, j'ai dit, nous on fait de la musique, et ce sont des Ukrainiens qui postent notre musique et qui la soutiennent. Où sont vos vidéos? Vous n'apparaissez que dans les commentaires. Là, pour commenter, vous êtes là. Quand il s'agit d'acheter, il n'y a personne. Quand il s'agit de venir, bien, pourquoi un organisateur ne va pas faire venir un artiste? Parce qu'à la fin, quand il fait ses comptes, il se rend compte qu'il n'a pas gagné d'argent. C'est la triste vérité, les amis. On y travaille. Qu'est-ce qui se passe? C'est la triste vérité. Quand Beyoncé vient, vous êtes prêt à payer 350 €? Tu peux pas donner 25 € chacun pour soutenir ta culture? Effectivement. Donc à un moment, you have to look from within. Ça, c'est important.
Et donc ça, tu vois, c'est vraiment un truc où les gens doivent recommencer à comprendre leurs responsabilités aussi. Le public, dans ce qui se passe. Ça suffit pas de venir insulter Aya Nakamura dans les commentaires. En fait. Elle vous a rien demandé. Elle a grandi en écoutant cette musique. Elle adore cette musique. Elle en fait. Elle a pas besoin de crier cocorico, c'est du machin. Elle est là pour faire son truc. Elle est jeune. Laissez-la tranquille. Non, les gens, ils veulent absolument que tu viennes faire le travail qu'ils devraient faire. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours dit. Je rejoins vraiment là-dessus. Arrêtez de toujours demander aux artistes de faire votre boulot. Ouais, mais vous avez plus de followers. Toi aussi, tu as tes 100 followers. Si vous êtes 1000 personnes avec chacun 100 followers, ça fait 100 000 followers. Et les gens aiment trop juste se plaindre et ne pas faire le boulot. Quand vous postez une photo, vous mettez de la musique. Mettez la musique de votre pays. Parce que les gens des autres pays, c'est ce qu'ils font. Les Cap-Verdiens, c'est ce qu'ils font. Les Angolais, c'est ce qu'ils font. Les Congolais, c'est ce qu'ils font. C'est un bon conseil, ça. Arrêtons de mettre tous les sons qui cartonnent déjà. Mettons du zouk et du compas pour que ça devienne viral. Mettez des zouk et des compas. Organisez-vous. Quand quelqu'un organise une soirée et vous voyez marquer le mot zouk, bah allez-y. Soutenez. Parce que quand tu fais ta soirée, tu te rends compte finalement, il y a que des étrangers. Tu te rends compte que les étrangers aiment ta culture plus que tes propres compatriotes. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas étonnant que la musique, elle se déplace ailleurs. C'est juste logique. C'est logique, c'est vrai. C'est juste de la logique. Effectivement. Le monsieur ici, c'est le plus grand vendeur après Kassav de zouk, de compas et de kizomba. Pourquoi? Moi, je suis ouvert. Moi, je me prends pas la tête. J'ai pas demandé à voir la couronne. Mais les chiffres parlent. Quand on va sur Spotify, ils ont tous 100 000 personnes qui les écoutent. J'en ai 1,5 million. Pourquoi? Que j'ai ouvert, parce que j'ai collaboré, parce que chaque fois que si demain j'ai Drake qui m'appelle et qui me dit je voudrais faire un featuring avec toi, je vais lui dire ok, sur un zouk, un compas ou une kizomba. Ah bon? Ou un coupé décalé. Ou un dombo même, ou une rumba. C'est ma culture. Ma culture afro-caribéenne. C'est là que je vais l'emmener. Et il va me faire, non, mais tu veux pas qu'on fasse un rap? Non, je veux qu'on fasse un rap pour toi, si tu veux. Mais moi, si tu viens chez moi, je vais faire la plus grande kizomba ou le plus grand zouk R&B de tous les temps, le plus grand Kenny Zouk de tous les temps, parce qu'il y aura Drake dessus. Tu vois? T'as une recette d'ailleurs pour tes sons? Est-ce que tu sais en avance que ça va péter ou Non. Aucun de mes sons n'a pété où je pensais qu'il aurait pété. Okay. Je vais te donner un exemple. Un de mes kizomba les plus connus n'est pas un kizomba. C'est Music Warrior, qui est un compas troubadour. Okay. À la base, c'est le compas troubadour existait, c'était ou parti, quittez-moi. C'est une pièce qui cartonnait. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc dans la même chose. Donc, j'ai fait Rendez-moi pour Soumia, j'ai fait ABG Fleurs Sauvages, et j'ai fait Music Warrior pour ABG Fleurs Sauvages, c'est toi? Ah oui, c'est moi qui ai fait la musique. C'est moi le producteur aussi. Ah là là, ABG. Vous vous souvenez les amis? ABG, Taina, Soumia, Elisio. Et donc, quand je fais ce son, pour ça dans le refrain, je dis toujours Haïti, parce que je pense que ça va cartonner en Haïti. Okay. Et ça a explosé en Angola. Something Going On, qui a cartonné ici. À la base, je ne pensais pas que c'était un hit, c'est pour ça que je l'ai offert gratuitement. D'accord. Je l'ai offert gratuitement en téléchargement en 2006. Et finalement, en 2021, c'est ma plus grande chanson de tous les temps. Diamonds, je l'ai fait en rentrant de boîte, je l'ai mis sur YouTube sans m'imaginer qu'il allait se passer ce qui allait se passer. C'est incroyable. D'ailleurs, on m'a même dit qu'il y a une copine qui m'a dit, je l'ai fait écouter à Chris Brown, il a kiffé, mais il est en embrouille avec son ex à ce moment-là. Et, par exemple... c'est bien, ta musique, ça arrive jusqu'à Chris Brown. Ouais, Fiona, par exemple. Fiona, c'est un zouk. Oui, Fiona, c'est un zouk. C'est un zouk. Finalement, c'est One Love, c'est un zouk. One Love, finalement, c'est mes deux plus grandes kizomba. C'est vrai? Non, nous, chez nous, quand même, hein. Ah, mais pourtant, ici, c'est Fiona, tout ça. On m'a demandé, oui, mais explique ça fait deux que oui, ça fait deux que je vais vous montrer. Bah, ici, c'est la barre, c'est les morceaux des piliers de la kizomba, finalement, tu vois. Alors, c'est très intéressant. On dit quoi? Je l'ai mis en piste 11 dans l'album parce que ça durait 6 minutes, donc aucune radio allait. Vous l'avez fait après ou avant qu'il sorte? Après. Après, parce que vous avez vu l'ampleur. Ça a cartonné à Abidjan. Ça. Et en fait, on a fait le clip et après ça. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est exagéré. C'est exagéré. On est à la 4e génération on dit quoi? C'est magnifique pour un artiste. Hein. Je crois qu'il y a premier Gaou, puis derrière, on dit quoi? Hein, je pense que c'est totalement le cas. Et et tu vois, à nouveau, pas ivoirien. Mais moi, tu vois, c'est intéressant parce que ça me fait pour moi, l'artiste, j'ai un peu l'impression d'être toujours un outsider, finalement.
parce que je cartonne toujours avec la musique des autres chez les autres. Et c'est les Congolais, ça a été les derniers à me... Voilà. Je suis 25% portugais, donc. Mais non, mais parce qu'ils pensaient que ils étaient fâchés parce qu'ils pensaient que je me prenais pour un entier. D'accord. Et finalement, ils ont commencé, la musique les a. Ça, ils viennent chez nous. Et voilà, après il y a une fierté, il y a eu. Mais tu vois, c'est très intéressant comment. Voilà. Ouais, savoir ça un peu. Bonne chance avec le Zoukina. Il y a un coup. Ah oui, mais. Non, mais regarde, moi par exemple. Bravo. J'ai aucun prix antillais. J'ai aucun prix angolais, j'ai aucun prix capverdien, c'est VMA Awards. J'ai que les prix quand c'est un truc africain. Mais même ici au Portugal, j'ai pas de prix. Par exemple, le compas, j'ai pas de prix. C'est-à-dire, je suis pas invité dans les trucs parce que. On devrait faire une cérémonie de prix pour les compas d'ascendance. Ouais. Comme Flamme, mais caribéen. Ouais, afro-caribéen, je dirais. Afro-caribéen, oui, bien sûr. Tout, Zouk, Kizomba, compas, un truc qui englobe tout. Ouais. Exactement. Ouais, ça, ce serait bien. Ça n'existe pas et les Flammes, déjà, c'est une super initiative. Ouais. Big up Fanny J. Ouais, c'est vraiment. Et Aya aussi, j'ai bien aimé. Aya, les deux là. J'ai raté la partie qu'on parle de ça, mais elle a tué. Fanny J, je vais pas te mentir, là pour le coup, Fanny, c'est Fanny. Fanny, nous c'est intéressant parce que nous on a vu Fanny grandir. Commencer avec le concours aux Zéphyrs. Moi j'habite en Guyane, donc nous on l'a vraiment vu quand Ali et Warren, je crois, c'est Ali et Warren, quand ils l'ont découvert au concours je crois que c'était d'une école ou un truc comme ça, et qu'ils l'ont vraiment ramené à Paris et que ils l'ont pris sous leur aile et que donc moi j'ai vu commencer les carrières de Fanny, Soumia évidemment, j'ai vu commencer la carrière de il y avait qui encore, Kim, oui. Kim quand elle avait 16-17 ans, on l'a vu commencer, on les a emmenés dans leur première tournée. J'ai lancé Taina, j'ai lancé les DS. C'est moi qui ai fait la musique, les paroles. Mais ça, on sait pas, hein. Non, c'est pas ça. Parce que je laisse mon travail parler pour moi. Mais en vérité, j'ai 600 morceaux. 600 morceaux. Je suis auteur ou compositeur ou les deux. 600 morceaux. Ouais. Et comment vient l'inspiration? 600 morceaux. C'est incroyable. Je sais pas si c'est normal dans l'univers de la musique, je me rends pas compte. Pour moi, c'est que les Nio peut-être ou ouais, non, c'est beaucoup. Je sais pas si Singila 600 morceaux, il écrit beaucoup mais pas top quoi. Ouais, il écrit beaucoup mais je pense pas. Je pense qu'en termes de en tout cas dans ça, j'ai énormément de coupés décalés, je suis derrière sans que les gens sachent, j'ai beaucoup d'artistes aussi, j'ai la production exécutive aussi. Parfois, je suis juste producteur, c'est-à-dire c'est moi qui ai investi, qui ai lancé l'artiste. Tia, coupé décalé. Et t'as toujours su que t'allais faire de la musique? Oui. À 8 ans, je savais. 8 ans, savais, chanson ou production? Ou production, c'est je voulais juste faire du son. Et à partir de quand t'as commencé à chanter, du coup? Qu'est-ce qui te dit, bon, allez, je le fais moi-même? Ou est-ce que t'aimes chanter de toute façon? Non, je rappelle dans mon coin, mais j'étais trop timide. Ouais. Et j'ai fait un concours de danse, concours de mannequin. En Belgique. En Belgique, ouais. Et, c'est moi qui ai gagné. Devenu, l'homme le plus beau d'une boîte obscure là-bas. Et, le DJ a dit, et en plus il rappe. Il a mis le son, il a donné le micro. J'ai commencé à rapper et toutes les filles ont crié. Toutes les filles ont hurlé. Là, t'as vu, il y a un truc. Non, moi j'étais choqué. Ouais. Et il y a un gars qui est venu me voir qui m'a dit, excuse-moi, tu es un manager, j'ai dit, on aime ce genre d'histoire, j'adore. Et il m'a dit, écoute, j'ai une boîte à Düsseldorf en Allemagne. Est-ce que tu peux venir demain faire ça? Je fais, mais j'ai pas de chance. Non, ça. Same thing. Donc le lendemain, avec mon cousin, on a pris la voiture. On allait jusqu'à Düsseldorf. Et la même chose. Carton. Il y avait beaucoup d'Américains qui disaient, Where you from? Je disais, Paris. Et ensuite, il y a un gars qui est venu me voir qui m'a dit, excuse-moi, t'es un manager? Non. Et là, tu te dis, une fois manager, on dirait? En Hollande. Je me retrouvais en Hollande à faire la même chose. Et là, de là, j'ai plus jamais raté. T'as plus jamais raté. Voilà. Comme quoi, petit message, le succès est toujours dans ce qui nous fait peur. Vous voyez l'histoire? Le succès, c'est un marathon. C'est un marathon, il faut jamais lâcher, il faut surtout travailler. Et je oser aussi un peu quand même. Parce que... Il faut oser. Je crois que le vrai problème des gens, c'est que ils veulent le succès. Ils veulent pas le travail. Le travail qui va avec. Alors que moi, ce que j'aime, c'est le travail. Le succès, la célébrité, la lumière, je n'en ai jamais rien eu à faire. Ça ne m'a jamais intéressé. Ça a même, je dirais plus, été
comment je pourrais appeler ça? Ça a même plutôt été une gêne dans ma vie. Gêne parce que tu peux plus faire ce que tu veux comme tu veux. Tu peux pas aller au centre commercial, tu peux pas aller en chien à la boulangerie parce que tu risques de faire une photo. Voilà, ça sort. Donc, sans être ingrat, en vérité, ça vient aussi. Ah oui, tu rentres gratuit, machin, toutes les nanas veulent de toi. Mais il y a le revers de la médaille. Et les gens, quand les gens ils veulent juste le succès, ils se retrouvent finalement à kiffer le succès, mais ne pas se rendre compte d'où il vient. Alors que quand il est temps de travailler pour rester là où tu es, les gens n'ont pas le courage, ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas le machin. Et comme ils viennent de faire un 100 mètres haies, bah ils sont là en mode désespéré, tu vois, genre. Exactement, parce que s'ils arrivent trop vite finalement et que tu n'es pas prêt à travailler derrière, il faut assumer, il faut avoir le de l'endurance qui va avec. Hein. Et ce sont des marches à gravir. Et moi, tu sais, j'ai dit à quelqu'un un jour, c'est pour ça que je n'ai jamais aimé la Star Academy, par exemple. Dis-moi plus. Pas que le truc ne permet pas justement de découvrir des talents, mais les gens sortent de là célébrissimes, adulés par des millions de gens, mais donc ils ont le résultat avant le travail. Avant le travail. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé pendant le 1 mois qu'ils sont dedans. Dans la maison, bien sûr. Mais ils n'ont pas, mais ils n'ont pas les 10 ans de galère. Et c'est tu vois, le qui va avec. Les marches, juste, tu sais, quand tu marches, ça te fait les mollets. Tout à fait. Quand tu n'as pas marché, tu es déjà là où avec tes mollets de coq, il suffit que tu tombes un tout petit peu et tu n'auras pas la force et de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Et en fait, tu n'as pas eu le temps de muscler tes jambes en fait. Exactement. Moi, j'ai commencé à faire des concerts en 1992. J'ai chanté de 92 à 96 gratuitement. 92. J'avais 2 ans, c'est un truc de fou quoi. En 92, je faisais des concerts gratuitement avec, je faisais des concours de rap avec DJ Cut Killer à Clichy. Et tu sais, quand je suis allé à Londres la dernière fois, enfin en Angleterre, pardon, la dernière fois, j'ai organisé une petite tournée où je voulais organiser moi-même justement. Je voulais investir moi-même dans ma propre tournée pour pas justement attendre que quelqu'un m'appelle. Donc on a investi. Bravo pour ça d'ailleurs. Je me demande s'il y a beaucoup d'artistes qui le font. Non, parce qu'ils ont pas l'habitude de se. Pas l'habitude de. Non, et en fait. Il faut avoir la compétence aussi. C'est pas forcément facile. Je me suis engagé avec quelqu'un qui faisait. Parfait. Je me suis engagé avec quelqu'un qui faisait. J'ai dit écoute, on fait 50-50 sur les revenus et on fait 50-50 sur les dépenses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était parce que j'étais dans une époque, c'était avant que Something Going On explose de nouveau. Et que bon, il se passait rien, mais que moi je gagnais ma vie très bien puisque je suis producteur aussi de beaucoup de musique. Et donc, je me retrouve avec, on a fait 4 salles, 150 à 200 personnes. Très bien, pour l'Angleterre c'est bien. Hein. Et les gens me disaient, ouais mais, t'es une superstar, machin, ça te dérange pas de chanter pour des trucs de 200 personnes? Et moi je faisais, mais moi ce que j'aime c'est chanter pour les gens. Le nombre, je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est de savoir que à 50 ans, il y a des gens qui se déplacent, qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 50 ou qu'ils soient 1000. Moi, je suis là pour ceux qui sont là. Je suis pas là pour montrer des photos. Moi, je m'en fous. Moi, j'adore. Mon agent, c'est un truc qu'il adore raconter. Un jour, on était au Cap-Vert et je crois qu'il y avait 3 festivals en même temps et on était tombé sur le mauvais et il y avait 7 personnes. Ok. Et donc, la plupart des artistes, normalement, ils disent cancel, vas-y, la honte. Tant pis, me donnez pas mes 50%, je rentre chez moi, c'est pas beau, machin. Ouais. Moi, je suis venu, j'ai vu les 7 nanas qui étaient là, il y avait que 7 nanas. Je me suis assis sur la scène et j'ai fait Let's sing together. Ah. Et puis j'ai dit voilà. Bon, comment t'appelles? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Oh, Fiona. Oh, et on est resté pendant 3 heures en private concert. Normalement, c'est 45 minutes. On a fait 3 heures et on a kiffé. Je leur ai chanté tout ce qu'elles voulaient. On a kiffé, machin, nanana. Et quand on a fini le concert, c'est là que tous les gens des autres concerts ont commencé à arriver. Mais il y avait le jour, c'est déjà levé et tout. Oh, wow. Et nous, on est resté là en after. Et les gens disent, oh, on a raté le concert. Bah oui, on a raté le concert. Et les gens disent, les gens de cette île disent, c'est le meilleur concert qu'ils aient vu de toute leur vie. La NAS dit, c'est le meilleur concert que j'ai vu de toute ma vie. Parce que le but, c'est quoi? C'est de chanter pour ceux qui sont là. C'est pas de penser à ceux qui sont pas là. Donc, quand vous voulez faire, que ce soit de la musique, que ce soit des trucs, que vous voulez relancer un truc, pensez à ceux qui sont là. Dis, je vais faire une grande soirée. Non, écoute.
Fais un truc où il y a 100 personnes. Essaie déjà de remplir 50 personnes. Essaie déjà de remplir 100 personnes. Et commence de là. Comment ça marche. Et tu lances une marque, tu crées un truc. Et petit à petit, ce sont ces gens-là qui vont venir avec quelqu'un la fois d'après. Et c'est ça qui va... Qui vont avoir une belle expérience et qui auront envie de revenir. Exactement. Et très souvent, les gens, ils sont intéressés que par le succès à cause du monde d'aujourd'hui. Tout va vite, les réseaux sociaux, les machins. Ils veulent faire la photo, ils veulent montrer... voilà, regardez, j'avais 500 000 personnes à mon concert, etc. Des fois, c'est même pas vrai, des fois, ils montent sur les chiffres. Moi, tu vois, par exemple, les gens me demandent très souvent pourquoi j'ai jamais chanté à Afro Nation. Pourtant, c'est Keisha, je dis, parce que je sais que tous les autres, ils y vont gratuit pour faire la photo. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je gagne très bien ma vie. Je préfère, non, ben voilà. C'est ma première fois. Tu vois, et je préfère venir dans un truc un peu plus discret, plus personnel. Et quand ils vont m'appeler, ils paieront le prix. Parce qu'ils payent le prix pour les Nigérians et compagnie. Bien sûr. C'est à nous aussi de pas nous vendre gratuit parce qu'on veut absolument y être. Exactement. Non, et moi, je connais les gens qui organisent. Et ils me disent, ouais, pourquoi tu viens pas? Je dis, je viendrai quand tu me paieras. Tu vois, tranquille. Perds-moi, no rush. Ah oui. C'est un mental. C'est une façon de travailler. Donc, tu dois aussi tu dois comprendre ton métier. Je pense que la plupart des gens qui veulent faire ce métier, que ce soit organisateur de spectacle, que ce soit manager d'artiste, que ce soit artiste, producteur, ils connaissent pas leur métier. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles? Ils veulent juste la célébrité. Est-ce qu'on peut se former, tu penses? Est-ce qu'on doit se former auprès des gens qui... Il y a des livres. Il y a des sites internet. Il y a des vidéos. Déjà, etc. Ou juste le faire et apprendre sur le coup quand il n'est pas abonné. Tu peux apprendre sur le... Mais en vérité, avant de te lancer dans l'arène, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps que tu prends sur Netflix, tu peux aller sur YouTube, trouver un manager qui explique. Tu as des conférences, il y a tellement de... En fait, aujourd'hui, moi, je pense que les gens, ils n'ont pas d'excuses. Parce que l'information est gratuite. Et l'information est... Il suffit de t'asseoir dans ton salon, de le mettre sur ta télé, et pendant que tu manges et tu regardes. Il y a des podcasts, il y a tout. Et les gens, leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas faire le travail d'apprentissage, ils veulent tout de suite le succès. Et s'imagine que les gens qui ont le succès, ils l'ont eu comme ça en 5 minutes, c'est parce qu'elle est belle, ou c'est parce qu'il connaît un tel. Moi, je tapais sur des casseroles en 88. Hein. Je savais pas ce que je faisais, mais le lendemain, je revenais à la cuisine. Laisse mes cuillères. Tu vois? Ouais. À 4 ans, 5, 6 ans, dans mes souvenirs les plus vraiment machin. Allez, je suis à Kinshasa, j'ai 7 ans, je crois. Donc c'est 1979. Attends, non, je suis arrivé, j'avais quel âge à Paris? J'avais 6 ans, non, alors non, c'est après. Peut-être qu'on était retourné en vacances. Donc 81, j'ai 7 ans. 81, 82. Je me rappelle les Jeux Olympiques et je me rappelle, j'écoute la musique Vangelis, Chariot of Fire. Et là, je sais que je me dis, comment ils font? C'est-à-dire que j'apprécie ce que la musique me fait, mais je suis plus intéressé par comment est-ce qu'il fait. Et donc, comment créer ça? Premier synthé, deuxième synthé, troisième synthé, et après ça devient obsessif. Et mon obsession, c'était arriver au début, je voulais recréer cette chanson. Après, je voulais recréer le générique de Supercopter et de L'homme qui valait 3 milliards. Et puis d'un seul coup, j'ai fait mon premier truc. Et quand j'ai fait mon premier truc, bizarrement, je n'arrivais pas à faire des accords. Et là, j'ai cherché dans les magazines. J'allais acheter des magazines à l'époque. Pourquoi je peux pas faire... magazines à l'époque, pas Internet forcément. Je disais, mais pourquoi je peux pas faire plusieurs accords? C'est là que je découvre qu'il y a la monophonie et la polyphonie. Ah, il me faut un synthé polyphonique. Ok. Premier synthé polyphonique. Je fais des accords. Ensuite, pourquoi je peux pas faire de rythmique? Il te faut une boîte à rythme. Il y a des synthés multi-timbres. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, à ce moment-là, tu investis en toi-même, tu investis dans le matériel, tu mets le temps, tu lis. Chaque anniversaire. Voilà. Moi, je me rappelle ma mère, quand j'ai eu le bac, non, c'était pas le bac, j'ai eu le BEPC. J'avais 13 ans, j'ai eu le BEPC. Ma mère a fait, bravo mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Et mes parents étaient très fortunés. Donc, ils sont toujours. Et elle me dit, tu veux une montre Cartier? Tu veux un? Je fais Yamaha V50. Elle fait, c'est quoi ça?
c'est un synthétiseur. Fait quoi? J'ai un énorme synthétiseur qui faisait les basses, les trucs, les machins, les boîtes à rythme. Et moi, j'étais obsédé par ça, en fait. Et en fait, d'aussi longtemps que tu regardes mes photos, tu sais que celui-là, il va être un artiste. Soit il va être styliste, soit tu le vois. Tu le vois dans les photos, tu vois dans la façon. J'avais des lunettes de soleil à 14 ans, j'étais là en lunettes de soleil, il faisait noir, je me cognais sur les arbres. Tu savais que c'était la direction. Ouais, si. Super. Moi, par exemple, ici, les gens, ils disent pas, même s'ils connaissent beaucoup de sons comme moi qui sont Kizomba, les gens, ils disent King of Zouk ici. Ah, voilà. Tu vois? C'est pour ça que je parlais. Et même au Congo, par exemple. Et au Congo, les gens me disent, King of Kizomba. Non, ils me disent, le roi congolais du Zouk. Donc, King of Zouk et notre King of Afro. C'est Kesha Ndikwa qui a maintenant 20 ans. C'est quand même, c'est pas au-dessus des sons que t'as fait en Zouk? Alors, nous, en tant qu'Antillais, c'était un autre cœur, hein, pour le Zouk, c'est sûr. On dit pas ça cartonné aux Antilles aussi, hein. Voilà. C'est ça, le truc. En fait, moi. Comment t'es considéré aujourd'hui en tant qu'artiste? Plus Zouk, plus Afro, plus tout? Pour moi, c'est tout, en fait. Ouais, pour moi, en fait, je fais du son. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, à la base, je voulais faire du hip-hop. Et mes premiers sons, c'était un mix de zouk et de rap, en fait, puisque je rappais sur du zouk. Oui, effectivement. Tu vois, les 3 premiers albums. Exactement. C'est après que j'ai commencé à rajouter les chants. C'est ça qui a fait un peu ta différence. Ouais. Et puis, même on dit quoi, c'est même pas un morceau de coupé décalé, c'est un mix de coupé décalé, de mapuka, de musique congolaise, de soukous. Il y a du lingala, il y a du nushi, il y a du français. Moi, j'ai toujours fait des mix de tout. Parce que j'estime qu'un musicien doit être libre. Tout à fait. De proposer des choses, de tester des choses, d'aller dans un pays, de découvrir quelque chose et de revenir et de se dire, tiens. Together. Ça m'a vachement impressionné quand j'ai vu que Kesha Ndikwa avait 20 ans et que c'est toujours un banger. Nous, à The Club London, il n'y a pas une seule soirée, on passe pas ce son-là. Je crois qu'il n'y a pas un mariage ou une fête où on dit quoi passe pas. On se rassemble, il passe pas. Et c'est intéressant, il y a un autre son que les gens ne savent pas que c'est moi qui ai fait, c'est Good Life 2005. Qui est pareil. Ce son-là. C'est vrai, c'est toi? Ouais. Je savais même pas. Les gens savent pas que c'est moi, comme c'est instrumental. Oui. C'est aussi un de mes sons. Et c'est les deux. Du coup, quand t'as fêté tes 20 ans, qu'est-ce que t'as ressenti? Tu sais, moi, je vais vers l'avant, donc je regarde un peu, trop bien, puis, je comprends. Mais je suis occupé à toujours faire de la nouvelle musique. Tu prends rien pour acquis, c'est pour ça que t'en parles finalement. Ouais, je fais, mais en fait, non, je suis très reconnaissant d'être au même niveau pendant 25 ans quand je vois le nombre d'artistes qui se sentent remplacés par les plus jeunes, ou ceux qui viennent et qui restent 2 ans. Voilà, ou ceux qui se demandent pourquoi les gens m'aimaient, finalement ils m'aiment plus, ou je comprends pas, je faisais beaucoup de choses, j'en fais plus, etc. Moi je suis vraiment et tu t'es inventé, et le revirement Gouillade n'est pas étonnant de toi, mais c'était ce qu'il fallait faire pour le coup. En fait, moi le Gouillade, ça a commencé avec Bien plus fort que mes mots, version Gouillade, qui est sortie en 2011. 2011, ouais. Donc, moi, j'ai pas fait un revirement, en fait. C'est la musique qui prend et mes musiques qui sont emmenées avec. Donc, Something Going On, par exemple. Le flair, c'est plus de dire, tiens, je la sors. Ouais. Mais la chanson était là, quoi qu'il arrive. C'est clair. Et le flair est là. Tu vois, c'est-à-dire, par exemple, Something Going, quand j'ai fait Bien plus fort que mes mots, Gouillade, ça a explosé en Haïti, mais c'est juste que dans certaines parties du monde, les gens s'en rendaient pas compte. C'est juste que moi, j'ai une vision du monde qui est globale. Et nous, en local, dans notre pays, dans notre ville même. Moi, j'ai jamais une vision locale, en fait. Jamais. C'est-à-dire, quand je suis dans une localité, je vais prendre ce que je vois, ce que je découvre. Donc, par exemple, si je passe 1 an en Guyane, par exemple, je vais prendre la culture, etc. Et je vais la mélanger à ce que j'ai déjà. Et donc, si je vais en Angola, par exemple, je vais découvrir le kuduro. Oui. Mais je connaissais déjà le kuduro à cause des Cap-Verdiens à Paris. Bien sûr. Mais c'était le vieux kuduro. Quand j'arrive en Angola et je fais, ok. Donc, j'ai toujours trouvé, je vais essayer d'en faire moi-même puisque je suis beatmaker. Mais je veux aussi voir avec des beatmakers, locaux. De toi, locaux, ouais. Qui veut faire une collaboration avec moi. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui collabore. Et c'est le fait de collaborer qui fait que ça nourrit ta musique. Ça nourrit ta musique, ça l'arrange.